Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Très content de vous retrouver sur ce plateau pour une nouvelle thématique. Je vous propose aujourd'hui notre invité qui est Idir Ounouren. Idir, bonjour. Bonjour Monsieur Meawel, merci pour votre invitation. Très content de vous recevoir. Donc Idir, vous êtes un grand défenseur des droits de l'homme, vous êtes un grand militant, analyste politique. Pas tout ça, je suis militant des droits de l'homme, je fus militant politique et là j'observe comme l'ensemble des Algériens. On vous voit quand même monter souvent au créneau. Pas souvent, on est plus dans le débat, dans peut-être l'observation de ce qui se passe sur la scène politique de notre pays, avec des avis, de temps en temps des avis contradictoires, des désaccords, mais toujours en ayant chevillé au corps l'amour pour le pays et qu'on trouve les solutions nécessaires, afin qu'on arrive très rapidement à la transition. Alors aujourd'hui, je voulais aborder une thématique pour plus exactement un fait d'actualité sur l'initiative du gouvernement et du président Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi cette nouvelle initiative politique, cette tentative de rapprochement entre les différentes parties et notamment l'opposition aujourd'hui, ce qu'on peut appeler l'opposition, pourquoi cette initiative et pourquoi aujourd'hui ? Vous savez, je pense qu'il faut reparamétrer toute la scène politique algérienne avant de répondre à cette question qui évidemment est d'une importance capitale. Il faut dire que nous savons tous, en tant qu'Algériens, citoyens algériens, les conditions qui ont présidé à l'arrivée de M. Tebboune au poste de chef de l'État. S'en est suivi 30 mois d'inaction, d'inactivité. Le pays est à l'arrêt. Il est non seulement à l'arrêt, il est en panne par manque de vision, par manque de projet, et à tous les niveaux. Ils n'ont pas réussi à restructurer tous les champs politiques, les champs sociétaux, le champ économique. Nous n'avons plus de modèle, nous n'avons plus de vision. En plus, la communication institutionnelle n'a aucun impact sur ce qu'on pourrait appeler le peuple d'Hirak, c'est-à-dire la grande majorité du peuple algérien, qui aspire non seulement à la rupture, mais au changement radical en dehors du système, de manière pacifique, bien évidemment. Arriver à un nouveau mode de gouvernance où les libertés publiques seront respectées, les libertés individuelles, collectives, et surtout l'indépendance de la justice, c'est très important. Et évidemment, la liberté d'expression, qui est le quatrième pouvoir en règle générale, et surtout consolider, en fait, les moyens de préserver ces équilibres-là. Une bonne constitution, c'est une constitution qui limite les prérogatives du président, mais qui lui permet de présider. Or, cette main tendue telle que proposée par, je dirais, le système, parce que nous avons une problématique de système dans notre pays qui date depuis très longtemps, cette problématique du système, je pense qu'ils sont arrivés à terme. Ils sont obligés, vous savez, durant la campagne électorale, avant la campagne électorale, il y a eu quelques personnalités politiques que je connais bien qui ont appelé, l'une d'elles a dit j'appelle le commandement militaire à la raison. Là, quand nous parlons de la crise en Algérie, on est en train d'exonérer le commandement militaire de toute responsabilité dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Pour en revenir à cette main tendue, généralement c'est le plus, on va dire, le moins solide qui va vers le plus fort. Or, c'est ce pouvoir qui a décidé dans une opération, je dirais pour moi c'est le baiser de Judas en fait, de faire cette main tendue. Mais cette main tendue, on a l'impression qu'elle se fait au coin d'une table, à huis clos. Pardon. Justement, M. Ounouren, pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi spécialement à ce moment-là ? Moi, je pense qu'il y a des contraintes internes et externes. Il y a des contraintes internes où ça paraît évident parce que les services font leur travail. Les services ont mis toute la société pratiquement sous contrôle. Ça paraît évident. Et tout pouvoir qui n'a pas de légitimité populaire ne peut pas engager les réformes nécessaires pour notre pays. Donc ce manque de légitimité populaire qui se traduit à travers un suffrage, le suffrage universel en règle générale, ils veulent l'acquérir
de manière, à la limite, ils veulent solder ce petit compte et avoir une légitimité politique. Ça, c'est pour les contraintes internes, ils ne peuvent pas avancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'économie est en panne, l'industrialisation est en panne, la santé est dans un état catastrophique, l'éducation nationale, c'est un chantier immense qui s'impose à nous parce qu'il faut désidéologiser tout ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale. Enfin, c'est tout un programme que seuls les politiques et les partis politiques peuvent engager une fois la transition effectuée. Cette main tendue, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression qu'elle se fait à huis clos et au coin d'une table. Personnellement, je ne peux pas imaginer un seul instant que cette main tendue est sincère. Quand je dis le mot sincère, c'est dans le sens juridique du mot. Et sincère pour évidemment dessoupaper et dégoupiller ce qui risque d'arriver en Algérie, c'est-à-dire la rupture au consentement à l'autorité, c'est-à-dire rentrer dans un cycle de violence. Et là, je rajouterai quelque chose, c'est que moi je pense que le peuple algérien, je connais bien l'Algérie, j'ai des amis dans toutes les régions, je dis bien toutes les régions. Ce qui me désole un petit peu, c'est que cette rupture au consentement de l'autorité, il ne me semble pas qu'il y ait assez de réceptacles pour, disons, capter les violences à venir. Et ça, il faut absolument l'éviter. Mais la conjonction des éléments économiques, financiers, la crise sociale, la crise morale, la crise identitaire, la crise des institutions, je vais le dire en arabe, le Parlement, enfin pas le Parlement, l'Assemblée nationale, qui doit être le cœur palpitant d'une démocratie, c'est devenu un cimetière. Est-ce que c'est pas parce que on sent un petit peu l'impasse, que le gouvernement a senti l'impasse, qu'aujourd'hui, en perspective de 2024, peut-être, on n'est pas justement dans cette optique? Est-ce qu'on n'est pas justement, par rapport à cette initiative, on n'a pas envie de remettre un petit peu les compteurs à zéro et dire, voilà, on repart sur de nouvelles bases? C'est-à-dire, j'aimerais revenir aussi, j'avais dit, il y a des contraintes internes et des contraintes externes. Il me semble, et moi c'est une hypothèse, hein, c'est juste un peu d'observation, un peu d'analyse, c'est qu'il y a des contraintes externes, parce qu'il y a quelque chose, moi qui suis berbère, à Mazir, il y a un événement qui est programmé pour novembre, qui est donc le sommet arabe, où on posera évidemment la question palestinienne, au vu de la normalisation de certaines monarchies du Golfe avec l'État d'Israël. Peut-être, et sachant que les chancelleries travaillent, ils savent très bien à quel niveau d'instabilité est notre société. Donc est-ce qu'on ne leur a pas finalement donné l'injonction ou alors leur conseiller de manière diplomatique à assainir le front interne en prévision justement du sommet arabe, afin qu'il y ait un semblant de stabilité, indépendamment de ça, essayez pas de normaliser avec le Royaume du Maroc, mais essayez de trouver un modus vivendi qui pourrait un peu rassembler l'ensemble des pays arabes à Alger et qui serait pour le pouvoir en place une grande victoire. Mais moi, je doute vraiment que ce sommet arabe puisse se tenir dans des conditions normales, on va dire. Alors, Monsieur Nourine, la présidence a déjà reçu pas mal de personnes, notamment le mouvement Al-Bina, le MSP, le Front Moustarpel, le FLN, le RND, ainsi que différentes personnalités, telles que le diplomate Abdelaziz Rahabi. Qu'est-ce qu'il en est ressorti justement de cette première, en tout cas, si je peux me permettre, ce premier morceau en tout cas de négociation? J'adore le mot morceau, c'est bien. Non, il faut reconnaître que ceux qui ont été invités, qui ont répondu à l'invitation du chef de l'État, c'est des alliés traditionnels, je veux dire. Je ne sais même pas s'il y a eu accord entre eux pour soutenir le programme de M. Tebboune, les 54 points, et je me demande quelles sont leurs attitudes respectives au pluriel entre El-Bina, Hamas, le Moustaqbel de M. Abdelaziz, du FLN et du RND au sein de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas sur quelle majorité le président s'est appuyé sur ça. Encore une fois, le président est esselé. Il n'a pas de parti politique autour de lui. Et ceux qui sont autour de lui comme représentant un fantasmatique état profond n'ont plus l'impact sur la société. Donc ils savent très bien qu'ils jouent avec des sigles et des appareils.
Et ce qui est étonnant, c'est que nous avons quand même quelques personnalités nationales qui sont restées même si elles ne sont pas dans l'engagement politique, elles sont restées dans une espèce de neutralité académique, de neutralité positive, qui aurait pu être consultée. Mais est-ce que finalement, le stock restant, parce qu'ils ont éliminé tout le monde, ils ont fatigué tout le monde, ils ont essoré tout le monde, c'est que le gouvernement enfin le chef de l'État et le Premier ministre non plus, j'allais dire d'hommes d'État, entre guillemets, d'hommes pouvant assumer des responsabilités de ministre. Quand vous voyez le président de la République dire il faut que le ministre apprenne, on n'a pas besoin de ministre stagiaire, on a une crise économique, tous les indicateurs sont au rouge, on n'a pas besoin de ministre stagiaire, lui-même est un président stagiaire. Il faut rappeler aussi que M. Tebboune, ce n'est pas une attaque ad personam, hein, c'est une réalité. Comme je dis, il est esseulé, mais ce qu'il y a en plus, c'est qu'il n'a jamais, c'est pas un homme politique, il ne s'est jamais présenté à une élection. Il n'a jamais milité au sein d'un parti politique. Il n'a pas la culture politique. Et en qui plus est, il n'a pas ni de culture historique, ni la vision historique du pays, ni la vision historique du pays dans les 30 ans à venir. Là on parle de Abdelmadjid Tebboune. Oui, oui. Donc, parti de là, tous ces éléments constitutifs, la main tendue ne veut absolument rien dire. Moi, je pense encore une fois que c'est un baiser de Judas. Par contre, l'opposition qui participerait, et en plus par manque de cohérence politique, parce qu'imaginez-vous le FFS, le RCD, l'UCP de Zoubida Assoul, le MDS de Fethi Haras, même la présidence de M. Ali Laskri, oui, qui quand même à un moment donné était en choc frontal avec le pouvoir, pas cette direction du FFS. On créé le PAD, il a été ce qu'il a été, maintenant est-ce qu'il faut le redynamiser ou pas, mais ça a eu le mérite d'exister pour se mettre en face du pouvoir. La situation actuelle, c'est que l'initiative du président, je l'avais dit sur notre plateau, j'ai dit, les partis politiques sont libres d'avoir leur stratégie d'appareil par rapport à cette invitation. Mais il serait utile et même impérieux et même nécessaire que dans le cadre du PAD ou d'un autre, disons, une coalition de partis et de sociétés civiles, les corps intermédiaires, etc., de faire un communiqué et de dire finalement cette main tendue ne nous agrée pas. Au-delà des préalables, la libération des détenus, etc., non, parce qu'il y a des nœuds gordiens politiques qu'il faut absolument lever, il y a des obstacles qu'il faut lever. Justement, M. Nourel, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'on l'a impliqué justement cette opposition, elle est restée plus ou moins figée depuis 2019 par rapport à ses revendications. Est-ce qu'aujourd'hui on l'a impliqué, est-ce qu'on l'a invité à venir? Je vais vous dire une chose, c'est que le pouvoir a réussi l'exploit dans la réforme de la Constitution à mettre un article, encore une fois, c'est l'article 30 dans son alinéa 4, qui fait de l'armée l'institution qui veille aux intérêts stratégiques et politiques du pays. Cela veut dire tout simplement, cet article-là est extensible à souhait. Quand vous parlez de la politique de la santé d'un pays, c'est stratégique, c'est vital. Vous voyez la situation des pétroles, c'est stratégique, c'est vital. Donc l'armée s'est accaparée l'État sans contrôle démocratique. D'accord. Sans contrôle démocratique, puisqu'à travers cet article, il fait de l'institution militaire la partie la plus forte de l'État. Si vous voulez, ils ont pris possession de l'État sans contrôle démocratique. Ça, il faut absolument l'abroger, tout comme l'ordonnance plus connue sous le nom de la 87 bis. Et quand vous lisez le décret d'application de cette ordonnance, on est passé d'un État autoritaire, autocratique, à un État autoritaire, à un État de l'endroit, et nous avons les deux pieds dans la dictature, là, maintenant. Et ça c'est des axes politiques sur lesquels cette main tendue doit répondre. Parce que, figurez-vous, quand il y a ce qu'on peut appeler... Quand on peut appeler cette initiative, qui va déterminer le périmètre de l'initiative? Qui va déterminer l'ordre du jour? Qui va contenir
tous ces partis politiques ou ces supposés partis politiques, les forces d'opposition, les corps intermédiaires et les associations autonomes. Moi, je ne crois pas à tout ça. Moi, je pense qu'il faut aller vers un nouveau pacte d'union nationale. Il faut qu'on arrive peut-être à un compromis pour éviter la violence, un compromis historique, appelé à une reconnaissance mutuelle de tout ce qui fonde et constitue l'Algérie, ça c'est important, régler le problème de l'illégitimité des institutions actuelles, parce que pour la cohérence politique, l'ensemble de l'opposition a décrié le scrutin du 12-12 2019 qui a porté M. Tebboune à la tête de l'État. Le 1er novembre aussi, le 1er novembre, il a eu l'outrecuidance, et moi je dis, moi ça me touche personnellement, parce que moi j'ai deux valeurs en moi, c'est la déclaration du 1er novembre et c'est la Soumam. Je suis soumamien et il a finalement, comme je l'ai dit, j'ai eu à le dire souvent, il a désacralisé le 1er novembre. Il a même souillé en appelant à un référendum qui consolide l'armée et qui consolide le pouvoir présidentiel. La date du 1er novembre, excusez-moi d'être long parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, je suis vraiment désolé, même pour les téléspectatrices et téléspectateurs, cette date-là ne peut pas être partagée. Eu égard aux 100 versets en commun, tous ensemble, le Qbaili, Chaoui, le Harani, peu importe les gens des hauts plateaux, cette date ne peut pas être partagée avec aucun événement. Elle doit rester seule dans notre calendrier, dans notre calendrier. D'accord. Alors, je comprends, M. Nouraine, mais cette position figée, est-ce que ce n'est pas contre-productif? On laisse quand même une chaise vide. Est-ce que comment on peut avancer par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une excellente question. Le souci, il faut que toutes les forces d'opposition sérieuses, saines, mais qui ont un projet pour le pays, parce qu'il s'agit de bâtir et de construire d'abord ce que j'appelle moi des convergences solidaires, ça c'est le premier élément. Deuxièmement, essayer de se réunir, non pas dans des poncifs éculés, feuilles de route, pas feuilles de route, tout ça, il faut oublier. Cette opposition sérieuse doit construire et bâtir véritablement les convergences, et puis le projet en lui-même se construit. De deux choses l'une, une fois qu'il est construit, où on a évacué non pas les gros problèmes d'identité de l'Algérie, ou les problèmes d'alternance au pouvoir, ou comment régler, parce qu'il y a deux choses. Il y a les fondamentaux, c'est-à-dire la Constitution, son préambule et la Constitution, et la remettre à des normes admissibles, ne pas aller vers ce pouvoir hyper présidentialisé qui est une catastrophe pour le pays. Deuxièmement, lors de la transition, si on arrive à finalement infléchir le commandement militaire, qui doit être intelligent, qui doit faire preuve d'intelligence et d'humilité, et de dire on ne peut pas continuer comme ça. Sans ça, ils mettent en péril à la fois la cohésion nationale et ils installent la violence. N'oubliez pas qu'on est passé d'une culture de l'émeute où il y avait, moi j'étais en Algérie à l'époque, 2015-2016, même bien avant, on avait 13 000 à peu près, 13 à 15 000 émeutes par an. Et nous sommes passés à des marches à millions sans qu'un papillon n'ait été écrasé. Tout à fait. Donc. Alors, le FFS a répondu favorablement à cette initiative. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je dirais que le FFS, bon, malgré les divergences, je connaissais bien les anciennes directions, mais le FFS, je crois qu'il a perdu son or. Non pas par rapport à l'héritage de M. Hossein Aït Ahmed, parce que tout ce qu'a proposé le FFS depuis 1963, et pour l'histoire, M. Talab Ibrahimi faisait partie du FFS, il y en avait beaucoup qui étaient du FFS, Abou Bakr Belkaïd, il avait beaucoup. Donc les gens qui ont voulu réduire ça à uniquement un maquis kabyle qu'on est venu massacrer, il y a eu 400 morts, c'est quelque chose qui n'a pas été soldé politiquement. Et ce qu'il faut rendre grâce au FFS, c'est que ces 400 martyrs, qu'ils appellent eux, et moi je soutiens tout à fait les martyrs de la démocratie, n'ont jamais été restitués dans le récit national. Ça, c'est une faute politique du pouvoir. Enfin, soit dit en passant. Le FFS, qu'a demandé le FFS dans ses fondamentaux originels? Il a demandé la constituante. Que demande le Hirak, la constituante? Il a demandé la liberté, le respect des droits de l'homme, c'est la même chose. Les libertés individuelles et collectives, c'est la même chose. Donc, cette ligne politique lourde du FFS, où il a milité de 63 jusqu'à son décès, forme le corpus idéologique du FFS qui a été très en phase avec les aspirations du Hirak. Cette direction
va à 180 degrés, à l'opposé. D'abord, cette direction, elle vit une crise organique et politique, une ligne politique, une crise organique où l'ensemble des militants rejettent complètement cette ligne politique d'aller rencontrer la présidence de la République et éventuellement discourir ou converser à huis clos dans des ambiances un peu feutrées l'avenir de l'Algérie. Ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, avec la mondialisation, avec les outils de réseaux sociaux, de contacts rapides, d'informations rapides, notre jeunesse, elle est mondialisée, elle voit ce qui se passe ailleurs et elle n'a pas besoin de ces rencontres d'appareils pour pouvoir décider de son sort. Moi, je pense qu'ils font tout à fait fausse route, c'est le premier élément. Et je tiens à remarquer que je trouve carrément indécent que le premier secrétaire du FFS puisse attaquer une organisation Amnesty International qui est mondialement connue et qui a un parcours de je ne sais pas combien d'années, à dire qu'il a repris tous les éléments, le corpus du pouvoir en disant elle participe à un agenda pour déstabiliser l'Algérie. D'abord, je trouve ça d'une bêtise, pour rester poli, absolue, et puis on sent qu'il n'y a pas de vide. Et si jamais le FFS ne réussit pas à voir cet individu ou la direction qui le compose actuellement et qui font la ligne politique, je comprends l'échec d'aujourd'hui du FFS. La position du RCD, M. Noren? La position du RCD, je crois que c'est la plus, je ne dirais pas radicale, c'est la plus logique, parce qu'elle est dans un... C'est pas parce que je suis un ancien membre du RCD que je dis ça. Hein, c'est bien pour ça que je voulais... Moi, je suis rentré en dissidence avec Maître Haït Larbi et beaucoup de camarades pour des raisons politiques. Et nous avons dit quelles sont les raisons politiques qui nous mettaient en contradiction avec ce qui se passait à l'époque. Le RCD a eu depuis les deux mandats de M. Mohsin Belabbès, il a quand même fait évoluer le parti. C'est l'un des seuls partis, avec peut-être d'autres personnalités politiques, dont peut-être les appareils ne sont pas aussi puissants, qui sont dans la cohérence politique. Ils ont boycotté, à la limite, je dirais, rejeté, parce que c'est plus fort, je rejette les élections, à la fois les élections présidentielles, à la fois le référendum sur la Constitution, et à la fois les élections législatives, puis les élections locales, donc les élections des communes, des APC et des wilayas. Il est dans la continuité, il est dans sa cohérence politique. Or, le PT et le FFS, qui faisaient à l'époque la direction d'Ali Laskri à l'intérieur du parti, qui par ensuite, par des jeux d'appareils où quelle a été la capacité des personnes qui ont gravité autour du FFS pour le décentrer du PAD, qui était finalement l'espace dans lequel on pouvait avancer. C'était un cadre, c'était pas réglé, c'était un cadre. Il y avait sûrement des désaccords, il y avait sûrement de gros désaccords, mais dans des accords, il y a accord. Mais ça pouvait servir de matrice pour avancer. Moi, je pense que le FFS a fait fausse route et regardez simplement le fait qu'ils aient été, et eux et le PT, aux élections communales, leur résultat est d'une insignifiance absolue. Ils ont tout perdu. Ils ont même perdu, je ne dirais pas leur honneur, je serais dans le jugement, mais ils ont perdu de la crédibilité, voilà, tout simplement. Alors, M. Noren, pour parler de diplomatie, la diplomatie algérienne, ces temps-ci a renoué un petit peu avec ses initiatives d'antan. Tout allait bien jusqu'à cette crise avec l'Espagne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le dossier sahraoui revient se mettre justement sur... Le dossier sahraoui est une donne fondamentale, je dirais même essentielle, pour la survie du régime, entre autres, hein, au-delà du phénomène de l'autodétermination. La diplomatie algérienne a commencé, me semble-t-il, à Bandung, déjà, durant le mouvement national, par Aït Ahmed Mahri et Mohamed Yazid et beaucoup d'autres, et même M. Ben Yahya Al-Rahmou, l'ancien ministre, brillant ministre d'ailleurs des Affaires étrangères, qui est décédé en 82, je me rappelle, je terminais l'armée, on lui avait rendu hommage à ce moment-là. La diplomatie, elle a commencé. Il faut dire aussi qu'avec la présidence de M. Bouteflika, au départ, il partait beaucoup de temps pour espérer redorer le blason. Il avait été à Davos, il regardait, il a appelé à cette fameuse charte de la paix et de la réconciliation, qui est un échec aujourd'hui, parce qu'un jour, il faudra ouvrir tous ces dossiers dans le cadre justement de la transition
et dans le cadre de cette justice transitionnelle qui est indispensable pour apaiser toutes ces douleurs. Et on ne peut pas laisser ça aux autres générations, tout comme les événements de 2001 où il y a eu un crime d'État contre 127 jeunes Kabyles qui doit être soldé à la fois humainement, psychologiquement et même politiquement pour que plus jamais ça ne se reproduise. Quant à la diplomatie algérienne, moi je vais vous dire une chose, moi, sur les plateaux où je passais, où j'étais invité, je disais souvent que notre doctrine diplomatique doit changer. Le monde a changé. Il y a un monde qui se prépare, mais il se prépare sans nous. Nous sommes rien, nous sommes un petit pays. Un petit pays avec beaucoup de difficultés. Donc, mais par contre, dans notre espace, comment on est arrivé à ce qu'on n'ait pas prévenu de la crise libyenne? C'est très important. Notre intelligence, quand je dis notre intelligence, c'est les services de sécurité, n'a pas été, peut-être à l'époque, assez perspicace pour dire, dans un retour, ça risque de ne pas aller. Donc on aurait pris nous devant. La crise en Tunisie, la crise au Mali, qui est une crise importante pour nous. Toutes nos frontières, on a des crispations d'intensité et d'intensité diverses et de nature diverse. Le président Tebboune l'a dit à Blinken, toutes nos frontières sont enflammées. Ce n'est pas un langage de président, ça. Je suis désolé, on ne dit pas ça au secrétaire d'État, nos frontières sont enflammées. On n'est pas dans ça, on n'appelle pas les pompiers on fait de la politique, on fait de la diplomatie et on essaye de régler les problèmes parce que tous ces problèmes que nous avons mettent en péril notre sécurité. Justement, M. Noren, moi je voulais vraiment savoir cette rupture du traité avec l'Espagne, quelle incidence sur la situation au niveau, par exemple, du Sahel Est-ce qu'il y a une conséquence ? Il n'y aura pas trop d'incidence au niveau du Sahel, parce qu'en fait, d'où c'est venu la rupture, je ne connais pas la nature des accords, je n'ai jamais lu d'ailleurs, entre le Royaume d'Espagne et l'Algérie. Ça fait 20 ans qu'il est en exercice, qu'il est en validité, qu'il est en cours, on va dire. Par contre, ce qui a mis le feu aux poudres, et ça c'est important de le souligner, c'est que l'ABEF, qui est une association des banques algériennes, qui n'a pas un pouvoir délibérant à donner des instructions, a instruit les banques de suspendre à tous les échanges commerciaux de et vers l'Espagne. C'est-à-dire de l'Algérie vers l'Espagne et de l'Espagne vers l'Algérie. Donc inévitablement, de et vers l'Espagne. Or, cette institution n'est pas habilitée à prendre c'est une décision politique que seul le ministre des Finances peut prendre, en accord avec évidemment le président de la République. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, le fait de remettre l'accord et le gelé entre deux États a fait réagir à la fois le Royaume d'Espagne et à la fois la Commission européenne qui dit attention, il y aura des mesures de rétorsion. Si on faisait le distinguo entre la note, encore que la note la note qui a été faite par, je m'excuse pour le portable, la note qui a été faite par l'ABEF, qui n'est pas encore une fois l'organe délibérant, a affecté et a fait réagir la Commission européenne. Et ce que je voulais dire pour ajouter à ce côté-là, il est clair que la réponse de l'Algérie, c'est suite au gouvernement González, de lui qui a soutenu la position de l'autonomie du Sahara occidental au profit du Maroc. Or, il y a un gros problème qui se pose, c'est que la puissance tutélaire, la puissance colonisatrice, c'était l'Espagne. Elle a violé des traités qu'elle avait signés à l'époque, et depuis ce jour-là, avait reconnu le Polisario. Moi, sur un plateau, j'avais dit que non seulement M. González va avoir beaucoup de soucis avec Podemos, avec les Verts espagnols, avec même les socialistes espagnols qui ne sont pas d'accord avec la normalisation, le fait de soutenir la position marocaine sur l'autonomie du Sahara occidental. Mais c'est un gros débat qui dure depuis une cinquantaine d'années à peu près. Voilà. Merci beaucoup, M. Noren, pour votre intervention éclairée aujourd'hui. Non, j'éclaire personne, je dis ce que je pense. J'espère vous voir bientôt à nouveau sur notre plateau. Ouais. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci. À bientôt pour une nouvelle thématique. Au revoir. Au revoir.